Alors, je vous propose qu'on reprenne nos travaux pour cette dernière table ronde qui va porter sur le retour, l'expérience du retour. Mais comme c'est la dernière et qu'elle est on a été un peu plus généreux en temps avec elle qu'avec les autres, ça sera l'occasion aussi d'aborder d'autres questions, que vous posiez d'autres questions. Donc, une table ronde qui réunit des différentes personnalités. Tout d'abord, à ma gauche, Florence Aubenas, qui est journaliste au Monde, ex-otage, et bien d'autres choses, et qui a écrit sur bien d'autres choses. Nous nous sommes rencontrés à propos d'affaires judiciaires. Donc, il nous livrera un témoignage, et puis je donnerai ensuite la parole à Ahmet Insel de l'université de Galatasaray, mais qui en réalité est professeur en retraite, dans une retraite un peu spéciale d'après ce que je comprends, et qui a lancé une maison d'édition turque. Ensuite, je donnerai la parole à Deborah Prentice. Deborah Prentice est provost de l'université de Princeton, et elle est professeure de psychologie sociale et de politique publique. Elle nous rapportera ses réflexions sur un cas particulier. Et puis enfin, Val Serrault, qui est artiste et militant aujourd'hui des droits de l'homme, et qui lui aussi nous livrera son expérience du retour. Voilà, alors ce que je vous propose pour que ça soit plus vivant, c'est que je donne la parole à chacun pour une dizaine de minutes pour livrer la pointe de ce qu'ils ont envie de dire, et qu'on puisse établir peut-être un débat entre nous autour de cette table, et puis avant de vous donner bien sûr la parole. Voilà, Florence Aubenas. Merci. Bonjour à tous. C'est vrai que me vient la lourde tâche de parler pour ceux qui, d'une certaine façon, ne sont pas là, c'est-à-dire ces deux chercheurs retenus en Iran, et parler, et c'est pour ça vraiment que je suis là, c'est que je n'ai jamais aimé être ex-otage, mais je l'assume tout à fait, non pas du tout, au contraire, mais je l'assume tout à fait quand il s'agit de faire porter la voix d'autres personnes qui sont aujourd'hui enfermées. Donc ce que je voulais vous raconter ici, c'est un moment qu'on raconte peu, qui est d'abord le jour d'une libération, la mienne, et ensuite le retour en France et la manière dont ça se passe. Donc c'est vrai que moi j'ai été détenue en Irak en 2005 et pendant 6 mois. Et c'était une détention qui était le début des prises d'otages dans ces pays, en tout cas, et qui étaient des détentions. Alors c'était Al-Qaïda matinée de mafia un peu, hein, pour vous dire ceux qui nous avaient enlevés. Et donc la situation était celle-là, c'est-à-dire que les otages étaient pris et les ravisseurs se demandaient quelle serait la meilleure façon de les exploiter. C'est-à-dire, est-ce qu'on serait plutôt dans une phase pauvre en moyens, en argent, pour parler clair, et donc il serait utile de négocier de l'argent, ou est-ce qu'on serait dans une phase pauvre militairement, et dans ces cas-là, il est toujours utile de faire une exécution vidéo qui permet de vous montrer très puissant, alors même qu'on vient de subir un revers militaire. Donc on est toujours un peu dans cet entre-deux. Donc j'ai été enlevée à ce moment-là, et les deux précédents qui étaient enlevés, qui étaient une humanitaire irlandaise et un de ses collègues britanniques, je crois, avaient été exécutés. Donc on était dans une période assez tendue. Et donc les ravisseurs nous détenaient dans des conditions difficiles, et qui étaient dans une cave, on mangeait peu, on était vraiment maltraités, disons. Et tous les jours, l'idée était, on vous libère, ou finalement on hésite, on va peut-être plutôt vous exécuter. Donc l'ambiance était, et toujours celle-là, c'est-à-dire l'idée d'un preneur d'otage est de faire tenir tranquille celui qui le détient, et donc de se faire à la fois donner de l'espoir tout en faisant peur. Donc la situation est celle-là. Et donc on mangeait peu, on mangeait mal, on était détenus dans le noir, voilà. Et tous les jours on était appelés 2 fois par un numéro, le mien était 6, et pour aller aux toilettes et monter à 22 marches, je crois, de tête, et redescendre. Et c'était nos seules sorties. Et un jour, on vient me chercher, on appelle mon numéro au milieu de la matinée. C'était tout à fait inhabituel. Et donc je me dis, bon, soit une très bonne nouvelle, soit une très mauvaise.
Je monte les marches, donc les yeux bandés comme toujours, et j'arrive dans une pièce. Et là-dessus, on me tend une chaise. C'était un acte très grave, ça aussi. C'est-à-dire que je ne m'étais pas assise sur une chaise depuis 6 mois. Donc je m'installe sur cette chaise. Il devait être à peu près, parce que l'otage compte le temps de façon presque frénétique. Et donc je savais très précisément l'heure qu'il était, presque à la minute près. Donc il était environ 9h35. Et donc je m'assois sur cette chaise. Et là, me monte aux narines une odeur de poulet rôti. Là, je me dis, c'est pas possible. Et encore plus incroyable, ce poulet rôti atterrit sur mes genoux, dans une assiette. Et je vois que j'ai le droit de le manger. Donc, j'avais pas mangé. Pareil, j'avais mangé du pain et des concombres depuis 6 mois. Et donc, et là-dessus, j'entends une voix qui me dit en anglais, vous allez être libéré, donc tout va bien se passer, etc. Et on me l'avait tellement faite, si j'ose dire, que je dis, la libération, on verra, le poulet, il est là. Et donc, je mange le poulet, mais je crois que je n'entendais rien. Et donc, je mange ce poulet incroyablement. Il me dit, voilà, il m'explique, on va prendre une voiture, on va vous amener là, etc. Je me dis, non, c'est bien sûr que non. Et donc, évidemment, au bout de 5 minutes, on me retire le poulet, on me retire la chaise et on me redescend dans la cave. Et donc, je me dis, je le savais bien, heureusement que j'ai mangé toute la cuisse. C'est toujours ça de prix. Là-dessus, et ça dure toute la journée. Donc, on me ressort de la cave, on me remet le poulet rôti, on me remet la chaise, je mange de plus en plus et je ne suis toujours pas libérée. Et le jour tombe, et à Bagdad, il y avait un couvre-feu. Et ce couvre-feu était respecté, et les Américains tiraient sur les voitures qui continuaient à circuler malgré ça. Et donc, je me dis, je vois le jour tomber, je le devine, et de toute façon, je me dis, bon, ben voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Voilà, à quoi ça, cette simagrée, à quoi ça rimait, je ne sais pas, mais en tous les cas, j'ai bien fait de manger du poulet. Et là-dessus, ils me disent, finalement, vous allez être libéré. Et il me passe un téléphone, donc téléphone, pareil, depuis 6 mois, aucun téléphone, rien. Et j'ai au bout du fil une voix française qui me dit, est-ce que vous êtes sûr que vous allez être libéré? Et là, vous êtes dans un moment, vous savez qu'on vous pose la question en vrai, vous avez une compréhension immédiate et très forte de ce qui est en train de se passer. Et vous savez que vous êtes en train de jouer au dé. Et j'étais persuadée que les types, ce jour-là, en avaient marre de moi. Ils en avaient assez. Il fallait que je m'en aille. Enfin, il fallait que ça se termine. Et donc, j'aurais dit, oui, ils vont me libérer, c'est sûr. Et là-dessus, on nous met dans une voiture, voilà, et on nous amène dans une rue à côté de l'ambassade de France. Et donc, le malheureux chauffeur était parti. Il s'était dit, ouais, il ne sera jamais libéré. Donc, il y avait un genre de fermier qui conduisait la voiture, qui n'avait visiblement pas l'habitude, qui calait sans cesse. Je me disais, c'est vraiment bête. Le jour va tomber, on va se faire tuer comme des cons, alors justement, c'est la mauvaise journée. Et donc, j'étais libérée en même temps qu'évidemment Hussein Hanoun, qui était pris en otage en même temps que moi, et qui croyait tellement en ce qui allait se passer qu'il s'était mis, il était derrière, et il s'était mis à genoux sur le truc arrière et priait. Donc voilà, il avait peu d'espoir de notre arrivée. Vous voyez que ça a finalement marché. Et donc, après, ça va assez vite, donc vous arrivez en France. Et là, il y a une chose très, très mythique et sur laquelle on vous pose en permanence des questions, qui est, est-ce que vous avez été débriefé par la DGSE? Alors ça, je ne vous cache pas que je suis journaliste et que moi-même, j'attendais beaucoup ce moment-là, parce que je me disais, je vais enfin savoir ce qu'est un débrief de la DGSE. Et donc, de fait, vous êtes amenés, vous et toute votre famille, dans un centre à côté de Versailles, un Sercotte, ça s'appelle, tout le monde le connaît. En tout cas, l'endroit n'est pas secret, c'est un centre d'entraînement. Et donc, vous êtes amenés là, ça ressemble un peu à une auberge de jeunesse, bizarrement. Donc, vous avez une salle à manger avec des chambres au-dessus. Et en fait, on vous sert, vous mangez assez bien, ça fait restaurant. Et sauf que tous les types qui vous servent ont 12 000 écouteurs et qu'en même temps qu'ils vous amènent le steak, ça fait... Donc voilà. Et donc, on imaginait la salle sur écoute et on se disait, les pauvres, qu'est-ce qu'ils vont s'embêter à entendre nos conversations sans intérêt. Donc voilà, et ensuite, c'est vrai que l'arrivée en France, donc en fait, ce débrief, vous l'avez bien compris, ressemble à, je pense, un interrogatoire de police. Après un fait divers, on vous dit qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous n'avez pas vu, voilà, comment ça s'est passé. Ils cherchent des éléments, bien sûr, pour localiser l'endroit où vous étiez et le groupe qui vous avait enlevé. Et bizarrement, évidemment, quand on est otage, on est la moins bien placé pour le savoir parce qu'on est...
on est finalement dans une cave, on ne sait rien de ce qui se passe, on n'a absolument aucun contact avec le monde extérieur, sauf des choses vraiment banales. Alors, là, on entend des avions passer ou pas des avions, donc vous vous raccrochez évidemment à quelques détails, mais on a peu de choses à dire finalement. Et on ne m'a jamais demandé, quant à ces conversations et ce séjour, de ne pas le raconter. C'est pour ça que je le fais devant vous. Donc c'est finalement assez décevant, je ne vous cache pas. Hein. Donc avis aux amateurs, ce n'est pas le meilleur moment du retour. Donc le début est très euphorique. Donc vous n'êtes, à vrai dire, pas vous-même. Donc vous êtes tellement content d'être là, c'est tellement éblouissant après l'endroit d'où on sort que vraiment tout va bien. Alors donc je me souviens évidemment de l'arrivée, etc. Donc ça, les premières semaines sont portées par ça. Et ensuite arrive, et c'est ce à quoi vos collègues ici à Sciences Po vont être confrontés, arrivent les additions. Les additions sont tous les gens qui se sont mobilisés pour vous, et certains ont le mauvais goût de vous le faire savoir. Donc vous vous découvrez redevable à vie auprès de beaucoup de personnes. Vous le confirmez? Oui. Voilà. Et donc c'est assez impressionnant parce que, bon, alors, vous êtes en permanence abordé. Alors moi, je dois dire que je ne me lasserai jamais de remercier les gens parce que c'est vrai. Et je crois, et c'est un peu en lien, et j'en terminerai avec ça. Je sais pas, j'ai même pas chronométré. Hein. En fait, ce qui est assez particulier, c'est ce qui est un peu en lien avec les interventions précédentes. C'est que c'est vrai que quand on revient comme ça, on est au cœur de quelque chose et on vous pose toujours la question. Mais alors, vous pensez que c'était bien de payer pour que vous sortiez? Est-ce que vous pensez que c'était bien? Donc, vous êtes vous-même... vous savez combien on a payé pour vous faire sortir? Alors, vous dites, vous savez, j'avais toujours rêvé de savoir mon prix, donc ça a été enfin ma chance. Et donc, c'est vrai qu'il y a ce moment et que moi je trouve très important, c'est-à-dire faut-il ou pas faire une publicité autour de ça? Ça a été un des axes du débat précédent. Et je suis très partisane de le faire savoir. Je pense que rien ne fait davantage le jeu, paradoxalement, des preneurs d'otages que de le taire. C'est une soi-disant bonne solution que de dire on ne dit rien, on négocie en secret, etc. Je pense l'inverse. Je pense que le terrorisme, je pense que les justices arbitraires, je pense qu'un certain nombre de régimes se repaissent du silence, ou en tout cas on dit sans dire et on ne dit pas. Le plus on dit sur la table, le plus on le met, le plus je pense on parle de la réalité des choses. Et de la même façon, pour moi, et ça c'est, je vous donne un peu mon sentiment à moi, quand on vous dit, voilà, vous avez coûté tant d'argent, etc., je pense que payer et négocier sont une fierté. Et je le dis franchement, je pense qu'une démocratie se grandit à négocier avec ceux qui sont ses ennemis d'une certaine façon, parce que le terrorisme ou les régimes arbitraires le sont. Et je pense que la discussion est toujours mieux que de dire, voilà, on ferme les yeux et on laisse exécuter. Je pense qu'on fait en ce sens-là le jeu de la terreur, et que de laisser exécuter un otage et le montrer sur Internet, oui, c'est ça, faire le jeu du terrorisme, ça n'est pas payer une rançon. Et payer une rançon, c'est de dire, voilà, nous, ça n'est pas ça l'important. L'important pour nous, démocratie, c'est la vie humaine, et la sauver, voilà, vaut tout l'or du monde, si j'ose dire. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très important. Et il est important aussi de ne pas se laisser embarquer dans ces faux débats-là. Faut-il payer, ne pas payer? Faut-il discuter, ne pas discuter? Oui, il faut discuter. Oui, il faut payer. Oui, tout ce qui fait qu'on met les choses sur la table et on les met ouvertement et on dit combien les choses coûtent. Oui, je pense que c'est notre dignité et notre fierté. Merci à vous. Oui. Oui, finalement, c'est pas votre prix, c'est le prix de la dignité humaine, c'est le prix qu'on accorde à la dignité humaine. Bien sûr, et ça n'est pas une question, c'est-à-dire que le prix n'est pas un montant. Bien sûr. Oui. D'ailleurs, c'est tellement vrai d'ailleurs que Simmel rappelle que le nom des monnaies porte souvent, se fixait souvent sur le prix qui était accordé à une vie humaine. Oui, c'est bien, donc c'est bien l'étalon. Bien sûr, et je pense que c'est tout sauf salissant. C'est au contraire, ça grandit.
C'est-à-dire un terroriste qui vous détient et qui dit bon, ben, finalement, j'en veux tant, c'est minable, en fait. C'était ça sa cause. Enfin, je veux dire, c'est nous, ça nous... Voilà, je trouve, enfin, en tout cas, c'est vraiment mon point de vue. Et discuter, pour moi, est une chose importante, y compris avec les gens qui sont très loin de nous. C'est aussi une manière de montrer la supériorité morale des démocraties. Voilà. Ahmed Insel. Bon, merci. Moi, je n'ai pas d'expérience vécue d'otages. Je ne connais pas très bien le milieu des anciens otages, mais je voudrais porter quelques réflexions à partir de cas de mes collègues et d'autres, d'ailleurs, Fariba et Roland, mais d'autres, sur... je vais concentrer beaucoup plus les quelques propos que je vais développer sur le cas des prises d'otages par des États voyous. Et je crois que c'est un peu différent, le cas des prises d'otages par des organisations terroristes, par des organisations mafieuses, par des organisations criminelles, etc., et par des États voyous de type la Turquie, l'Iran, la Russie, où les prises d'otages, les conditions d'otages d'une part, les conditions de libération, les conditions des détentions ne sont pas les mêmes. Et nous sommes dans une situation où il est rare d'entendre parler de négociation d'argent, quoique dans le cas de l'Iran, il y a eu des cas où les Américains ont versé de l'argent aux gardiens de la révolution pour libérer quelques otages. Mais dans le cas que nous avons ici avec Fariba, Roland, mais aussi dans le cas de l'Iran, il y en a d'autres, comme on a cité tout à l'heure Kili Mort Gilbert, par exemple, le Britannique, australien-britannique, par exemple, qui est, elle, condamnée actuellement à 10 ans de prison. Elle est arrêtée depuis septembre 2018 et elle est condamnée à 10 ans de prison. Et qui est apparemment dans les cellules proches ou ensemble avec Fariba, mais aussi d'autres cas de chercheurs, souvent irano-américains ou irano-britanniques. Par exemple, il y a eu un échange de prisonniers entre les États-Unis et l'Iran, échange de prisonniers et de chercheurs, tout simplement, qui ont été échangés en décembre dernier. Il y a l'anthropologue irano-britannique Kamil Ahmed qui a été détenu depuis 2018 en Iran et il a été libéré avec versement d'une caution de 38 000 € parce qu'elle fait des recherches essentiellement sur les mutilations sexuelles des femmes, sur les mariages très précoces des jeunes filles, etc. Et donc, tout ceci est considéré comme allant atteinte à la dignité de l'Iran et donc, du coup, espionnage, etc. Souvent, c'est le cas espionnage qui est avancé dans le cas, comme dans le cas de Roland de Fariba, ou en Turquie, dans des cas similaires, non pas de chercheurs tellement, mais de journalistes particulièrement. Alors, en ce qui concerne ces otages, effectivement, la question de négociation se pose d'emblée, puisque là, c'est des situations officielles, ouvertes. Ils sont en prison, c'est les États qui sont les partenaires, ce n'est pas des organisations occultes, etc. Mais négocier quoi ? Et ces personnes, d'après ce que je vois, de temps en temps, portent évidemment le poids d'une situation qui absolument tombe tout à fait par hasard sur eux. Dans certains cas, on peut soupçonner qu'ils pouvaient être un peu inquiets du point de vue de leur thème de recherche, mais dans beaucoup de cas, ça n'a rien à voir. Comme Roland qui descend de l'avion et qui n'est pas un chercheur sur l'Iran, qui descend de l'avion et est arrêté. Donc, aucune logique, si une logique de l'arbitraire. C'est cette logique de l'arbitraire qui est très intéressante
à suivre pour que après, quand on refait l'histoire, pour qu'on puisse comprendre pourquoi ça tombe sur nous. On ne sait absolument pas la plupart du temps pourquoi ça tombe sur cette personne. D'ailleurs, parfois, ce n'est pas délibéré. Nous sommes devant des États voyous où les États sont constitués en États parallèles multiples, gardiens de la révolution contre d'autres institutions étatiques en Iran, les organisations paramilitaires turques par rapport à des organisations plus officielles en Turquie, la police contre l'armée, etc., etc. Et il suffit que, tout à fait par hasard, qu'on arrête un étranger. Là, le plus important, c'est l'étranger, ou surtout un Turc ou un Iranien qui a en même temps le passeport étranger. C'est encore plus, évidemment, sujet de suspicion automatique de la personne. Il est un peu le traître potentiel d'emblée. Il est donc d'emblée fautif. Et à partir de cette pêche au hasard, on reconstitue tout un argumentaire si la personne, ça tombe dans une conjoncture. Par exemple, dans le cas de, j'ai bien vu que dans le cas de Kilimour Gilbert, quand elle a été arrêtée, en partant de l'Iran, à la suite de dénonciations d'une dizaine de ses collègues, il faut le redire aussi, d'une dizaine de ses collègues iraniens après un colloque, elle était spécialiste de l'Iran. Immédiatement, les officiels iraniens, ils ont annoncé qu'elle est britannique-australienne. Les officiels iraniens, ils ont annoncé que, justement, en Australie, une femme iranienne qui s'appelle Nezar Godansky a été arrêtée en 2017 pour avoir violé les sanctions américaines contre l'Iran. Donc, du coup, l'Australie, qui fait des malheurs aux Iraniens, c'est bien fait pour eux. Voilà la réponse du berger à la bergère. C'est la logique la logique globale. Tout Australien, dans ce cas-là, est sujet d'une vengeance sur cette Iranienne qui a été arrêtée en Australie. Du coup, je ne sais pas ce que les Iraniens envisagent de négocier vis-à-vis de Roland et Fariba, et je ne veux pas savoir, mais dans le cas d'échange de prisonniers, par exemple, entre l'Iran et les États-Unis, entre Massoud Soleimani et Wang, là, c'est très net. C'est échange de prisonniers parce que Massoud Soleimani a été aussi arrêté aux États-Unis, probablement aussi pour des raisons très peu justifiées par une sorte d'anti-iranisme américain qui circule. Et ce qui m'inquiète, c'est que du coup, ce genre de situation se propagerait d'une sorte de dent contre dent et les comportements d'État voyous soient contagieux. Alors, en ce qui concerne le retour, j'ai constaté dans certains cas, en Turquie, pour des journalistes français qui ont été libérés, ou des journalistes germano-turcs particulièrement qui ont été libérés après ouvertement négociation avec Merkel, par exemple dans le cas de la Turquie, on quitte un pays, mais en même temps on quitte des personnes avec qui on a été on a partagé un destin commun, 1 an, 2 ans, 3 mois en prison. Et le fait de laisser des gens en prison, des amis, des collègues en prison et d'être sorti seul soi-même, pèse quelque part. Ça, c'est quelque chose qui m'avait vraiment interpellé parce que j'avais pendant des mois et des mois entendu, mais moi je suis sorti, mais eux ils sont là, une sorte presque de culpabilité.
Et ça, c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment prendre en considération, à faire attention, parce que j'espère que Fariba et Roland vont être libérés, mais d'autres personnes qui sont avec eux en Iran ne seront probablement pas libérées. Et si on suit Ariel, les Britanniques ont moins de chance, mais il se trouve que Fariba se trouve avec une Britannique, justement, et ça, c'est quelque chose qu'on doit penser, compenser quelque part. Et deuxième chose, c'est, bon, est-ce qu'on doit passer l'éponge? Elle a été libérée, il a été libéré, il est revenu, ce sont des chercheurs, nous sommes des chercheurs. Est-ce qu'on va commencer à nos recherches, à nos activités avec ce pays d'État voyou, comme si de rien n'était auparavant? Est-ce qu'il n'y a pas non plus à un moment donné, à nous chercheurs, de dire non, le boycott peut être d'une certaine manière, mais le boycott pas simplement quand ils sont prisonniers, mais aussi après, tant qu'il n'y a pas réparation, punition de ces personnes qui ont violé les droits humains minimaux. Et deuxièmement, il faudrait aussi, et là c'est pourquoi j'ai donné les exemples, il faudrait aussi qu'on soit un peu plus responsable, nous tous en tant que chercheurs. Après tout, ce qui arrive en Iran n'est pas arrivé d'un coup tout seul. Nous avons un comportement dans ce pays où la prise d'otage de chercheurs, de journalistes, mais plus particulièrement de chercheurs, comme je viens de vous donner des exemples, ne date pas de 2019. Date de 2016, 2014. Il y a eu des cas plus anciens. Il y a un comportement, presque je dirais, peut-être on peut comprendre les raisons internes, les sanctions américaines, la situation de guerre. On peut toujours expliquer, peut-être c'est vraiment le chat qui est totalement le dos dans le mur et donc du coup il envoie ses griffes, etc. Je ne veux absolument pas simplement analyser ça du point de vue de l'occidental. Mais, en tout cas, continuer la recherche, puisque là, je suis dans certains comités où ce débat est vivement, nous menons ce débat vivement. Nos collègues chercheurs nous demandent des autorisations pour aller continuer à faire leurs recherches en Iran. Au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on a le droit, dans ce cas-là, en disant « c'est ma responsabilité », non. Ce n'est pas la responsabilité individuelle. Là, nous ne sommes plus dans le domaine de la responsabilité individuelle, nous sommes dans un domaine de la responsabilité de la communauté. Nous n'avons pas non plus à cautionner, à donner prise à ces États voyous en continuant à continuer nos recherches là-bas. Cela ne signifie pas qu'on ferme les portes à nos collègues de Turquie, de l'Iran ou de la Syrie. Mais de là à se donner, comme proie dans ces situations-là, je pense qu'il faut qu'on soit un peu plus conscient, responsable. Tout à l'heure, notre collègue de MSF a justement souligné quelque chose qui m'a... puisque je dirige aussi une association en Turquie qui chapeaute les actions de MSF, puisque MSF n'est pas autorisé en Turquie. Évidemment, MSF a une politique que je trouve parfaitement justifiée. À partir du moment où ça devient dangereux pour les équipes, le maintien des équipes sur place, au risque de les mettre en danger, est une attitude irresponsable. Là, on se retire. On doit se retirer. Et en tant que chercheur, on doit se retirer du terrain, à mon avis. Alors, pour terminer, je pense que, j'espère que le retour de Fariba, et là, j'étais très content d'entendre Ariel plutôt optimiste. Ceci dit, il y a des Britanniques qui ont été libérés par ailleurs avec caution ou échange. Donc, du coup, être britannique n'est pas forcément un nouveau sort, dans le cas de l'Iran en tout cas. En Turquie, Erdogan a aussi négocié directement avec Trump la libération
par négociation d'un prêtre évangélique, par exemple, en contrepartie, on ne sait pas ce qu'il a obtenu. Et en revanche, je crois qu'il est important aussi de savoir que même si nous n'arrivons pas à obtenir la libération de nos collègues rapidement, la mobilisation permanente pour eux, même si ça n'aboutit pas au résultat, ça a une conséquence, ça a une importance. Par mes expériences personnelles, des amis, des collègues qui sont en prison ou qui ont été en prison, je parle surtout de ceux qui sont en prison, c'est-à-dire qui peuvent avoir un peu de contact avec le monde extérieur par rapport à, dans votre cas, Florence Obnas, où on peut envoyer un peu d'échanges de téléphone, etc. C'est le cas de Fariba, c'est le cas de Roland. C'est de savoir qu'ils ne sont pas oubliés, qu'il y a une mobilisation pour eux, et ne serait-ce que pour le maintien de leur morale en situation d'otage, de prisonniers, etc., la mobilisation permanente est très, très précieuse. Je crois que c'est important. Et puis, évidemment, il faut envisager que ce soit long. Hein, on espère qu'ils seront libérés très rapidement, mais il faut aussi se préparer à avoir un souffle de long terme avec des actions innovantes et qui permet à nos amis, à nos collègues de ne pas se sentir abandonnés. Merci. Merci Ahmed, et tu montres qu'il y a finalement une sorte de continuité entre l'otage et l'otage légal, les personnes qui ont un statut judiciaire parce qu'ils ont été condamnés à des peines de prison, mais qui en réalité servent de monnaie d'échange, comme dans l'affaire israélienne russe de lundi dernier. Alors pour moi, pour moi en tant que juge, c'est très important parce que on a des contacts fonctionnels avec des juges russes et qui recherchent une sorte de reconnaissance professionnelle, d'ailleurs à l'Ouest souvent. Et je crois qu'il y a une responsabilité, bien sûr, des académiques, il y a une responsabilité des professionnels dans un sens plus large, avocats, magistrats, pour dire que c'est des pratiques qui signent un pays, qui signent la nature d'un pays, et qui doivent être, il faut marquer le coup, ça ne peut pas passer comme ça. Et de plus en plus, d'ailleurs, on voit dans le monde d'aujourd'hui, qui est dans sa fluidité et dans la renaissance de formes de violence paralégale, voire totalement légale, comme dans ce cas-là, je crois que cette fluidité, ce flou, oblige à retrouver ses marques et peut-être retrouve aussi à organiser des discours de dénonciation après, sur le long terme. C'est pas attendre uniquement le retour qu'un objectif final. Moi, j'ai été très très surpris d'apprendre qu'il y avait eu 100 personnes retenues en otage à MSF. C'est considérable et ça doit faire réfléchir. Déborah Prentice. Merci. Je vais commencer à me situer. Je suis le prévôt de l'Université de Princeton. À ce poste, je supervise les affaires académiques et je suis responsable de la sécurité et la sécurité de nos universitaires et étudiants qui voyagent à l'étranger. Alors, je suis ici à cette conférence en solidarité avec vous. Nous avons également eu un universitaire retenu en otage en Iran. Shiwei Wang, un étudiant diplômé du département d'histoire de l'Université de Princeton, a été pris en otage alors qu'il quittait l'Iran en août 2016. Wang était en Iran pour étudier le persan et faire des recherches sur l'Eurasie à la fin du XIXe siècle. L'histoire de son emprisonnement a une bonne fin. Comme vous savez, après plus de 3 ans de prison pour espionnage, Wang a été libéré en décembre dans un échange de prisonniers.
Il est maintenant de retour à Princeton, retrouve sa femme et son fils et reprend joyeusement ses études. Mais son emprisonnement a été extrêmement difficile, surtout pour lui et sa famille, mais aussi pour toute la communauté de l'Université de Princeton. Dès le départ, nous avons abordé la situation de Wang avec 3 objectifs et nous sommes les administrateurs principaux de Princeton. 3 objectifs: obtenir sa libération, assurer sa sécurité et son bien-être pendant sa détention et aider sa famille. Permettez-moi de dire un peu comment nous avons poursuivi chacun de ces objectifs. Nos arguments en faveur de la libération de Wang reposaient sur 2 faits. Il était le seul citoyen américain détenu pendant la majeure partie de son temps en captivité, et il était un universitaire, l'un des premiers retenus en otage en Iran. Depuis, ils en ont retenu beaucoup plus, mais avant Wang, la plupart des otages étaient des journalistes par des universitaires. La plupart de nos appels à la libération de Wang se sont concentrés sur l'injustice d'assimiler l'érudition à l'espionnage. Nous avons plaidé son dossier légalement avec l'aide d'avocats aux États-Unis et en Iran. Nous avons également plaidé sans relâche son dossier auprès du gouvernement des États-Unis et nous n'avons pris aucune mesure sans les informer. Parce que les États-Unis n'ont pas de relations diplomatiques avec l'Iran, nous avons travaillé en collaboration avec les Suisses qui nous ont aidés et ont fait preuve d'une gentillesse incroyable envers Wang et envers nous. Nous avons engagé des contacts dans d'autres pays. Nous avons engagé des dirigeants non gouvernementaux du monde entier. Nous avons engagé directement avec l'Iran par des intermédiaires et nous avons adressé une pétition aux Nations Unies. Les experts de l'ONU ont conclu que la détention de Wang violait ses droits en vertu du droit international. C'était très important, mais il n'y avait toujours pas de chemin évident vers sa libération avant septembre 2019, lorsque le ministre iranien des Affaires étrangères Zarif a déclaré publiquement qu'il voulait un échange de Wang contre un professeur iranien arrêté aux États-Unis. Parce que nous ne savions pas quand ni si nous allions obtenir la libération de Wang, nous avons accordé la même importance au soutien de lui et de sa famille. Pour Wang, nous avons prêté une attention particulière à tout problème médical. Nous avons plaidé pour des visites de médecins en Iran et avons également impliqué des médecins à Princeton. Nous avons travaillé avec le département d'histoire pour que des étudiants diplômés lisent quotidiennement à Wang par téléphone. Il n'a pas été difficile de faire participer les étudiants diplômés. Ils voulaient aider beaucoup, mais la coordination était un défi. Nous nous sommes arrangés pour que les professeurs d'écriture créative parlent avec Wang et offrent un soutien. Un doyen à l'école doctorale a parlé à Wang chaque semaine pour évaluer ses besoins et donner une réponse. Nous avons surveillé les conditions dans la prison et pressé le département d'État pour des visites consulaires. Nous avons envoyé des livres Wang
que les Iraniens lui ont permis de recevoir. Et nous avons organisé plusieurs veillées pour lui à l'université, là encore avec de nombreux professeurs et étudiants. Wang était très reconnaissant de ce soutien. Il a exprimé sa gratitude à plusieurs reprises, notamment lors du 3e anniversaire de son emprisonnement en août dernier et souvent depuis sa libération. Nous avons également soutenu la femme de Wang et son fils pendant son emprisonnement. Ils ont continué à habiter dans des logements réservés aux étudiants diplômés, alors ils sont restés dans la communauté. Nous avons fourni un soutien pour leurs besoins médicaux, la garde d'enfants, les voyages, l'orientation professionnelle pour la femme et les contacts avec les médias. Les étudiants diplômés ont formé le groupe Free Shiwei Wang et nous leur avons fourni un soutien financier et logistique. Qu'est-ce qui a finalement libéré Wang? Je ne sais pas. J'aimerais pouvoir vous donner une formule. S'il y a une leçon que j'ai apprise de l'affaire Wang, c'est que les situations d'otages se déroulent dans le temps et sont impossibles à prévoir. Une grande partie de ce que nous pensions savoir était faux. Mais il faut faire quelque chose. Nous avons tout essayé. Nous avons demandé de l'aide à notre réseau. Beaucoup d'amis nous ont aidés et nous avons eu de la chance. C'est important, la chance. Une fenêtre de libération s'est ouverte pour Wang. Je pense que la pression sans relâche a aidé. Je pense que le soutien que nous lui avons apporté, lui et sa famille, a aidé. Je sais que cela a rendu notre communauté plus forte. Le jour de la libération de Wang a été un jour de joie et de célébration pour tout le monde à l'université de Princeton. Je célébrerai avec vous quand Fariba et Roland seront libérés. Merci Déborah Prentice. Vous nous montrez une mobilisation exemplaire de l'université, exemplaire à tous les niveaux pour cet étudiant, pour sa famille. Et vous ajoutez, ce que je trouve très intéressant, que c'est aussi quelque chose qui vous a renforcé. Cette mobilisation est bénéfique, y compris à l'université elle-même. Valsero, on change de continent, on change de contexte et on change aussi de moyens d'action. Bonjour, moi je m'appelle Valsero, je viens du Cameroun et je suis là vraiment en solidarité pour Farida et Roland parce que je leur dois en tant qu'être humain. Et je crois qu'il n'y a pas que les chercheurs qui souffriraient quand un être humain est dans une situation difficile et que l'une des choses qu'il faut faire quand on se retrouve face à ce genre de situation, c'est à un moment essayer toujours de mettre l'être humain rapidement au-dessus pour qu'il puisse bénéficier de la solidarité de l'ensemble des êtres humains, parce qu'on est plus nombreux que les chercheurs. On peut faire plus de bruit que la communauté de chercheurs. Donc ça, pour moi, c'est déjà très important. C'est important à souligner. J'ai écouté beaucoup de choses aujourd'hui, il y en a qui m'ont choqué, il y en a qui m'ont amusé, mais ça fait 241 jours. Ce n'est pas 2 jours, ce n'est pas 2 heures, tu ne peux pas dire après ça, il va sortir. Après 241 jours, on s'inquiète plutôt. On se dit, ça fait beaucoup. Ça en fait trop. Un jour de plus serait encore un jour de trop, parce que ça en fait déjà 240. Et puis tu as 41 jours de grève de la faim. Là, tu perds toutes tes assurances. Tu perds tous tes moyens. Et c'est quelqu'un
tu l'aperçois en train de lui dire « tu vas sortir », tu lui dis « bien sûr, dans un cercueil, c'est à 80% plus sûr ». Donc, loin de moi de vouloir être alarmiste, il est important de comprendre que les conditions de sortie, la vie après la détention est très liée à comment on a vécu sa détention. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été fait? De quoi avons-nous bénéficié? Avons-nous eu de l'amour? Avons-nous eu de la présence? Avons-nous eu de la chaleur? On ne se pose pas beaucoup ces questions parce qu'à un moment donné, on a l'impression que si tu es dans une prison, je prends le cas de moi, c'est très compliqué à mêler les deux parce que quand c'est ton gouvernement qui te met en prison, tu es un prisonnier. Et quand il te demande d'avouer quelque chose, tu fais la migration de prisonnier à otage parce que là, tu as une rançon à payer. Moi, j'étais arrêté parce que je contestais le résultat d'une élection présidentielle dont j'étais accusé de n'importe quoi et un peu de tout, ça devient politique. Lorsque vous êtes accusé d'espionnage, vous ne pouvez pas renier le caractère politique de la situation dans laquelle vous vous trouvez et vous ne pouvez non plus imaginer un seul moment qu'il ne doit pas être mené des actions politiques directes pour y arriver. Ça veut dire que vous faites l'autruche. Et ça, c'est très important à comprendre. Moi, quand j'étais en prison, j'avais mon gouvernement sur moi. Et avoir son propre gouvernement, c'est totalement différent d'avoir tout son pays pour pouvoir l'aider parce qu'on serait en prison à l'étranger. Il y a une légère différence dans les approches et même au niveau de la sortie. Parce que quand je suis sorti de prison, je crois que mes voisins, ils avaient plus peur de moi qu'autre chose. Ça dépend de comment c'est qu'on perçoit l'implication politique dans le contexte où on est. La communication qu'il faut appliquer pour pouvoir arriver à une libération est extrêmement liée à l'acceptation de beaucoup de choses. De beaucoup de choses. J'ai écouté et j'ai perçu ici dire « Ok, ben si on bloque le truc dans le cadre académique des chercheurs, elle n'est plus une chercheuse ou cherche quoi? Non, elle est un chiffre là-bas. C'est juste un être humain. Elle n'a aucun titre. Donc, elle ne peut pas... C'est vous, ici, qui dites, en ce moment, on a nos 2 collègues chercheurs qui sont arrêtés, mais là-bas, je suis sûr que les bonhommes qui gardent ces otages-là ne savent même pas, ils s'en foutent qu'ils soient des chercheurs ou pas. Ils ont juste de la monnaie d'échange. Et ils sont traités pas comme des chercheurs, mais comme de la monnaie d'échange. Et lorsque nous communiquons, nous devons à tout prix prendre ça en compte. Je racontais une anecdote très rapide. Ma famille a fait beaucoup des pieds et des mains pour que je ne sois pas lié à l'activité politique qui m'avait amené en prison. Non, il ne faisait pas de politique. Non, parce qu'au Cameroun, dès que tu fais de politique, tu es condamné. Tu es condamné de revendiquer un droit, tu es condamné de revendiquer quoi que ce soit, parce que la politique est une pathologie. Tu mérites de mourir si tu as mis tes mains dedans. Donc, ma famille faisait tous les efforts du monde pour pouvoir dissocier mon arrestation de manière politique. Il dit « Ah mais non, c'est juste un acteur de la société civile ». À l'époque, je faisais une campagne « Make Sense Not War » pour ceux qui connaissent le Cameroun. En ce moment, on vit une situation extrêmement tendue dans nos 2 régions du nord-ouest et du sud-ouest. Je crois que ça, je ne sais pas, peut-être que ce n'est pas encore arrivé ici, mais vous inquiétez pas, l'odeur finit toujours par arriver. Mais c'est assez compliqué ce qui s'y passe. Et j'étais justement dans le cadre de cette campagne-là, mais ma famille, elle avait oublié que j'avais fait campagne pour l'élection présidentielle, parce que je pense évidemment que, ben voilà, tout est politique, même quand on ne veut pas le dire. La recherche est politique. Les chercheurs sont les soldats, les avant-postes de la politique. C'est très difficile de s'imaginer que vous allez enlever aux politiques leur nécessité d'implication, parce qu'ils doivent s'impliquer. Les résultats de la recherche, ce n'est pas pour moi.
On dit, ouais, c'est pour les hommes, c'est pour les hommes. Non, c'est global. J'ai vu des gens, j'ai suivi des cours d'anthropologie ce matin sur l'Iran, les mollahs, chacun avec son avis sur savoir comment, je sais comment ils pensent. C'est pas pour jeter en bourse quand même. Donc, il y a un retour d'ascenseur qui est extrêmement important du côté des politiques qu'ils doivent assumer. Et nous, en tant que société, on doit pouvoir pousser nos hommes politiques à assumer leurs responsabilités quand on est face à ce genre de position. Parce que ça conditionne aussi le retour. Ça conditionne la vie. Comment c'est que je vais vivre dans l'environnement où je suis? Comment je vais m'en sortir? Est-ce que je vais juste aller ouvrir ma porte et tranquillement rentrer chez moi? Moi, ça n'a pas été le cas. Et je crois que pour beaucoup, c'est pas facile. C'est le premier point sur lequel je voulais m'attarder pour dire il est important qu'on est face à une situation de... C'est fou parce que prisonnier devient un otage. Ça, j'ai appris ce truc aujourd'hui quand même. C'est-à-dire la capacité de se faire arrêter parce qu'il y a une différence. Florence, elle se fait enlever. C'est autre chose. Direct, tu es un otage parce que tu te fais enlever. Mais moi, je me suis fait arrêter. Alors, tu es un prisonnier. Et tu as ton gouvernement qui dit non, tu es un prisonnier. Et moi, j'essaye de toutes mes forces de dire non, je n'ai pas fait de la politique. Et je suis en prison avec un opposant qui chaque jour me dit, tu sais, il se bat tous les jours pour être classé comme un prisonnier politique, alors que moi, j'estime que si tu t'approches de la politique, alors tu es directement condamné. Et je l'ai vu, comme je vois ici, des gens en train de dire « Non, c'est des chercheurs, c'est des chercheurs, c'est des chercheurs », pour justement élaguer tout autre profil qui serait un handicap. Ça, c'est encore entre guillemets pour la libération, par exemple, ou alors pour accentuer le processus de libération. Mais après, j'ai vu le gouvernement camerounais dire « il n'y a pas de prisonniers politiques au Cameroun ». Au moins, ça leur faisait peur. Alors, la bagarre a commencé à être qu'il faut démontrer que nous étions des prisonniers politiques. Tout d'un coup, pour moi, ça y est, c'est bon, hein. Sinon tu restes là. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, il y a des journalistes qui ont été arrêtés dans le cas d'autres affaires, qui sont toujours en prison, mais tous qui sont sortis sont ceux qui ont été identifiés comme étant des prisonniers politiques, parce que la politique a réglé le problème. Donc, je pense que pour Farida et Roland, c'est extrêmement important qu'on arrive à faire suffisamment de bruit. Suffisamment de bruit parce qu'ils ont de la famille, et la famille regarde, elle fait des mots, des lettres. Est-ce qu'on a dit un truc dans le 20h? Est-ce qu'il y a quelque chose dans le journal? Est-ce que quelqu'un a fait une déclaration? On regarde des posts sur Facebook. Tout petit indicateur qui peut te permettre de supporter la prison, de supporter la détention. C'est des bols d'air. Quand on les a pas, on étouffe. Et je le disais, le silence, il n'y a rien de plus bruyant quand on est oublié. Il n'y a rien, on le ressent. Et quand on sort de là, il peut y avoir de la haine. Ça dépend de comment on l'a vécu. Il peut y avoir de la haine. En prison au Cameroun, j'avais de la télévision, j'écoutais des journalistes dire que je dois payer pour ce que j'avais fait. Je dois répondre de mes actes devant la justice. J'étais condamné pour insurrection, sécession, atteinte à la sûreté de l'État, avec la condamnation à mort au bout. Et j'ai vu des gens rigoler avec ça. Simplement parce que j'avais marché. Simplement parce que j'avais participé à une manifestation. Et j'ai vu la légèreté, comme j'étais un peu choqué aujourd'hui. Parce qu'au-delà des gros enseignements
que j'ai appris sur la capacité à comprendre une société en faisant de la recherche, je me suis toujours remis dans la peau de Farida et Roland en me disant, si jamais on leur montre ça en ce moment, est-ce qu'ils vont avoir de l'air? Est-ce que ça va leur faire du bien? Est-ce qu'ils vont se dire, ah ouais, il y a quelque chose qui se passe? J'en ai un peu douté, les gars, je suis désolé. Mais je ne sais pas, vous êtes beaucoup plus intelligents, donc vous savez où vous allez. Mais pour quelqu'un qui se retrouve dans une situation comme celle-là de privation de liberté, il a besoin d'amour, les gars. Pas de corporation, pas de gros, ils ont besoin de l'amour de votre pays, la France. Quel que soit les clivages. De l'entendre, de le sentir, de le voir. Parce que c'est chacun de ces signaux qui les permettront non seulement de tenir, mais qui vont faciliter leur réinsertion dans votre société. Mon pays m'a fait beaucoup de mal. L'endroit que j'aime le plus au monde, l'endroit pour lequel je serais capable de donner ma vie, est l'endroit qui m'a fait le plus de mal dans ma vie. Alors j'ai eu de la haine. Si je galère sous le froid, c'est parce que j'ai beaucoup de haine. Parce que je n'arrive pas à comprendre un tel manque de solidarité. Son propre pays, et Florence et Fariba et Roland, ils ont la chance de ne pas avoir leur propre pays contre eux, mais d'avoir leur propre pays avec eux. Et ça, il faut qu'ils sachent. Ce sera plus facile le retour après ça. Merci. Alors, merci beaucoup, Valsero, pour ce témoignage. Merci de nous avoir rappelé l'importance de l'amour, de témoignage du soutien d'un pays, d'une communauté et au-delà de la communauté universitaire. Alors, une réaction, Florence Aubenas? Oui, c'est vrai que ce qui est très juste, c'est que la difficulté de sortir de détention ou d'une prise d'otage, c'est que chacun on l'a chacun vécu très différemment en fonction d'énormément de choses. Et c'est vrai que on a vu certains d'entre nous, en tout cas, par exemple Ingrid Betancourt, devenir extrêmement catholique après. On a vu certaines personnes, Kaufmann aussi, Jean-Paul Kaufmann aussi, ou sortir avec beaucoup de haine, comme tu le racontais, Valsero. Donc, et ça, c'est une chose très, très spéciale. Et c'est vrai que le fait de se sentir soutenu par son pays, moi, j'en ai jamais douté. Alors, je crois au Père Noël, donc c'est pas difficile pour moi, mais c'est vrai que je savais que mon pays se battrait. Je savais que, au-delà de mon pays, et bien plus que mon pays, je savais étrangement que mon journal se battrait. Et je savais que là-bas, ils feraient tout pour que je sorte, et j'avais infiniment confiance en eux, infiniment confiance. Je travaillais à Libération à l'époque, et je savais qu'ils feraient tout. Qu'après, les choses peuvent mal tourner, mais je savais qu'au moins, cette pierre-là, je pouvais poser mon pied dessus et reposer ma conscience dessus. Donc, c'était extrêmement important. Ça, c'est une des premières choses. Et l'autre, qui est beaucoup plus délicate et compliquée à expliquer ici devant vous, parce qu'on n'est pas dans ces conditions-là, c'est aussi la manière dont on est amené à se comporter en détention. Et on est prêt à beaucoup pour un œuf dur, on est prêt à beaucoup pour très peu de choses. Et c'est quelque chose qui, ici, où tout va bien, etc., ces compromis-là, ces choses pour lesquelles si vous voulez, moi, on m'a souvent demandé pourquoi vous ne racontez pas votre détention, pourquoi vous n'avez pas fait un livre, etc. C'est parce que dans ce livre, on raconte aussi comment se comportent des otages ou des prisonniers entre eux. Et c'est quelque chose de terrible. C'est très difficile, c'est une promiscuité très compliquée, très difficile, et parfois très dégradante. Et pour moi, cette dégradation, elle est terrible, parce que ceux qui la font subir, ce sont les gardiens. Et c'est à eux qu'il faut
vers eux qu'il faut se tourner. C'est pas vers des malheureux prisonniers ou des malheureux otages. Et ça, c'est terrible parce qu'on vous pousse souvent. Mais alors, entre vous, comment ça se passait, etc. Et c'est vrai que c'est une situation horrible, une situation entre otages. Et c'est à ces souvenirs-là que vous êtes confrontés quand vous rentrez. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai fait quand j'y étais? Qu'est-ce que, si vous voulez, je vous donne un exemple. En Irak, c'est un pays qui a vécu, on le sait tous, sous une dictature pendant de très nombreuses années. Et quand on sortait 2 minutes, comme je vous le racontais, pour aller aux toilettes, nos ravisseurs nous disaient, voilà, est-ce que dans la pièce, quelqu'un s'est mal comporté? Alors, mal se comporter, c'était s'asseoir sur sa paillasse, c'était échanger un mot avec un voisin, c'est-à-dire on avait le droit de rien, on avait le droit de rester couché sans rien dire. Et donc, si on avait enfreint ça, si on avait dit un mot, si on s'était ne fût-ce qu'assis, on avait le droit d'être seulement allongé. Si on avait bougé, les autres étaient susceptibles de vous dénoncer, les autres otages. Et donc, on vous disait, voilà, et si tu le dénonces, tu auras droit à une forte récompense, qui était un œuf dur, ou un carré de vache qui rit. Et si tu ne les dénonces pas, tu seras puni comme lui. Et tous les matins, vous étiez face à ça, face à vous-même. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dénonce? Est-ce que je dénonce pas? Est-ce qu'à un moment, on a très faim? Voilà, et on est très mal et on est très seul. Et donc, c'est toutes ces choses-là qui font que quand vous rentrez, quand vous y êtes, vous survivez. Quand vous rentrez, c'est ça qui vous revient. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment je me suis comportée? Quelle était ma vie et quelle était mon attitude d'être humain dans ces circonstances-là? Et ça, c'est très difficile, je pense. C'est ça, en réalité, qui vous poursuit bien au-delà de ce qui est des méchants preneurs d'otages ou des horribles gouvernements. J'allais dire, on le sait tous. Mais vous, ce que vous faites, vous ne le savez pas. Et c'est la difficulté du retour. Plus que la douleur physique. Ouais. Oui. J'ai ajouté un truc pour moi qui est très important, c'est au niveau de la facture. Ça, c'est très important parce que le retour est très lié à la facture aussi et ça fait dur. Ça fait dur, c'est-à-dire seulement le fait on dit ah ouais, on va organiser une cérémonie pour je sais même pas pourquoi alors que tu as juste envie de dormir. Tu as juste envie de rien faire du tout. Et puis, tu as des journalistes qui t'appellent parce qu'ils ont fait des papiers pendant que tu étais en prison et tout. Et ils te donnent en même temps cette sensation, tu es obligé d'aller à la télé, tu es obligé de répondre à cette interview, tu es obligé d'envoyer ces mails à toutes ces organisations qui ont... Mais direct, alors que tu es encore en prison. Parce que ce n'est pas parce que tu es libre. On peut être libre et enfermé. On peut encore se réveiller en pleine nuit pendant des mois et des mois en disant « Waouh, t'es en prison et ouf, c'était un cauchemar, je suis dans mon lit. » Si jamais ça ne vient pas le même jour, ça viendra 2 jours après, mais ça va venir plus vite, c'est venu, plus vite tu peux t'en débarrasser. Donc, il y a ce mécanisme-là aujourd'hui qui rend un peu dur le mécanisme de réinsertion quand on sort d'une prise d'otage ou d'un emprisonnement compliqué. C'est comment c'est que l'environnement nous reçoit. On croit en faire une star, tu n'as pas envie d'être une star. Tu as envie de rester à la maison, de voir toutes ces choses que tu as failli perdre, que tu avais presque perdu, le sourire des petites et tout ça. Et tu te dis, parfois, tu n'as même plus envie d'y aller. Donc, à un moment donné, comment tu sors de prison, comment tu vis ta détention, change ta vie. Tu peux vouloir y aller plus fort, plus intelligent, encore avec plus de témérité, tu peux, ou alors vouloir tout arrêter. Mais ça dépend exactement de comment tu l'as vécu, cette incarcération, et comment c'est que tu as été reçu. Mais comment tu l'as vécu, si tu l'as bien vécu. J'ai mon ami Amente, mon ingénieur de son, je suis sorti de prison avant lui, 1 semaine avant, et c'était les 1 semaine les plus longues de ma vie. Les plus douloureuses de ma vie. Il était, pire encore, il n'était même pas à la manifestation. Il est juste venu pour m'apporter ma carte d'identité quand j'étais en détention pour identification. Et là, évidemment, vu que j'étais filé, il était sur presque toutes les photos. Je travaille avec lui depuis des années. Et il a pris le max, comme moi, et même plus.
J'en rigole parfois quand je dis, tu sais que tu as fait plus de jours en prison que moi. 1 semaine plus, mon frère. Et ces 1 semaine-là, mon environnement m'a puni. C'était pas seulement moi, mon cœur et tout, mais c'était écouter des gens dire « Ah ouais, t'es sorti et il est toujours en prison. Ouais, c'est ça la politique. Da. » J'avais peur pour rencontrer sa mère, sa famille. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis sorti? J'ai croisé sa sœur dans la rue. Je suis allé sur le côté comme ça. Je me suis barré parce que j'avais rien à lui dire. Donc, on sort tellement dépendant, on a tellement de factures à payer, on a tellement de dettes qu'il faudrait peut-être penser à alléger l'ancien otage de toutes ces dettes parce que ce serait difficile de tenir. Ça vous parle, Florence Aubenas? Oui, à la fois, moi, je suis plus, peut-être plus pragmatique parce que je suis moi-même journaliste et ce qui était très étrange, c'est que j'ai moi-même tendu des micros à des anciens otages. Donc, j'ai traversé le miroir plusieurs fois et donc, voilà, moi, j'ai du mal à ne pas dire merci à tous ceux qui l'ont fait néanmoins parce que, voilà, c'est des gens qui m'étaient chers et c'est vrai qu'en captivité, vous vous souvenez de très peu de choses, mais en tout cas, moi, je me souviens qu'on se rappelle de son travail, on se souvient des choses. J'entendais le bruit de l'ascenseur quand j'arrivais au journal, des choses. Donc, c'est vraiment des choses très, très importantes, des petits détails. Et c'est vrai que, voilà, donc je pense qu'il faut, enfin, en tout cas, j'ai appris à dire merci. Comment s'est passé, Déborah? Comment s'est passé le retour de cet étudiant? Il est bien, bien. Il est à Princeton avec sa famille, avec sa femme et son fils. Et il retourne, he is going. I'm going to say it in English. Just I can be more specific in English. He's met with his advisors. He intends to finish his studies, his doctoral thesis. I don't know if he's changing topics, if he's soured on Eurasia because of this experience, but actually knowing him, probably not. While this was a terrible experience for him, he was not in Iran for political reasons. He isn't particularly close to the country. He was studying it as a scholar and as a student, you know, as a young scholar, as somebody who was becoming an expert there. He was just learning to speak Farsi. So it's a very different case in that sense. I think he will go on. I hope very much. Now our attention turns to making sure that he receives his doctorate and continues. That is what he most seems to want. And he seems to be recovering well. Although I should say it's very difficult. I mean, it will take a long time, I think, for the effects. I mean, for him to work through what happened, for him to work through all the feelings that come from being a captive. But again, I think this is a very good state. Ahmed, même de loin, le soutien au retour, l'accompagnement, c'est une nécessité, même quand on n'est pas sur place. Ah oui, surtout dans le cas que nous avons, dans le cas de Roland Fariba ou des chercheurs qui sont des otages officiels, c'est-à-dire des otages qui ont un statut. Donc du coup, il y a un minimum de contact avec eux. On peut un peu toucher, on peut leur amener peut-être difficilement, mais des livres. Ils peuvent parfois téléphoner. Les avocats ou le corps diplomatique peut les contacter. Et tout ceci est très important parce que
dans la prison, de ce que j'ai compris des personnes que nous avons constitué des dizaines de comités de soutien aux prisonniers de ce type, parfois politiques, parfois comme ça des otages de hasard, des otages arbitraires. En prison, le fait de sentir soutenu permet de garder le lien avec le reste du monde. Surtout, n'oublions pas, dans certains cas, je pense que le cas de Roland est particulièrement typique de ce point de vue, parce que Fariba est irano-français, donc du coup, elle est un peu dans son milieu, elle parle persan, etc. Mais imaginez, Roland, je crois qu'il ne parle pas persan. Imaginez, vous êtes dans un pays, vous ne connaissez pas les traditions, vous ne connaissez pas les rapports, vous n'arrivez pas à parler, vous ne pouvez même pas regarder la télévision, etc. Je me rappelle très bien un journaliste français qui a été dans la même situation en Turquie pendant plus de 3 mois. Par négociation, il a été libéré l'année dernière, le journaliste photographe, dont le nom m'échappe actuellement. Ce qu'il disait à sa libération, ce qu'il a le plus fait l'angoisse de son quotidien, c'est de ne pas comprendre ce qui se passe et de ne pas comprendre son environnement, de ne pas pouvoir parler avec son gardien, de ne pas pouvoir parler avec les autres prisonniers qui sont dans les autres cellules. Même, il y a un minimum de sociabilité dans ces conditions-là. Ce n'est pas tout à fait le cas des otages, parce que ce que Florence Aubenas a décrit, c'est des situations très extrêmes. Dans les cas que nous avons, ce sont des gens qui parlent, qui ont des contacts, qui mangent plus ou moins bien, ils ne meurent pas de faim, etc. Ils peuvent être dans des isolements, dans des tortures psychologiques dans certaines périodes, surtout dans un premier temps. Mais après, c'est très important, parce que d'après ce que m'avait dit le journaliste français, par exemple, après sa libération, le fait d'avoir eu, je crois que le consul général de France avait pu lui amener un journal français, je ne sais pas lequel, si c'était Libé ou Le Monde, peu importe, le fait d'avoir eu un journal français qui datait d'il y a une semaine, je crois, ça lui avait permis de tenir à peu près 2 semaines. Le contact avec le monde extérieur, le fait de savoir qu'il y avait une pétition qui était lancée pour lui, qu'il y avait un comité qui était constitué, etc., était très très important, d'autant plus qu'il n'a pas de famille sur place qui peut visiter, etc., etc. Il est très dépendant de la visite d'un avocat qui parle plus ou moins bien français ou il baragouine l'anglais et le consul général le consul local qui peut éventuellement passer tous les 15 jours ou voire tous les mois. Donc je pense que de ce point de vue-là, c'est très très important pour tenir sur la morale des personnes. Et aussi, on oublie le deuxième aspect, on en a peu parlé. Moi, je n'ai pas d'expérience personnelle, mais d'expérience par contact. C'est aussi très important, ce genre d'organisation de comité pour les proches de l'otage. Pour sa femme, son mari, ses enfants, ses mères, ses frères, ses sœurs. C'est très, très important qu'ils ne se sentent pas, eux non plus, abandonnés. Eux, ils sont en plus directement impliqués. Et je terminerai dans le cas des otages criminels. Les autres aussi, c'est criminel, mais criminel d'une autre manière, criminel par les États et criminel par des organisations criminelles. Dans le cas des otages de ce type, Fariba, Roland, je pense, ou les cas que j'ai cités tout à l'heure, ou l'évangéliste américain en Turquie, ou le journaliste germano-turc, etc. Il y a aussi une dimension, c'est que ces prises d'otages, dont l'origine est parfois totalement par hasard, et qu'on reconstitue l'histoire, l'opportunité par le pouvoir a posteriori.
Souvent, c'est le policier qui trouve qu'il est suspect, mais pourquoi, on ne sait pas. Et puis, à partir de moi, on monte l'histoire et on constitue parce que là, il y a une matière, il y a une valeur de négociation. Et je crois que malheureusement, ces États sont soif de négociation en même temps. C'est-à-dire ces otages, ce type d'otages, non pas pour ceux qui sont enlevés pour avoir de l'argent, etc., mais dans les cas que nous avons plutôt aujourd'hui traités, c'est obliger l'État, l'autre État, à entrer en négociation avec l'État preneur d'otages. Et il faut aussi, dans ce cas-là, je crois, comprendre pourquoi ils veulent entrer en négociation. Qu'est-ce qui a manqué par ailleurs comme élément de négociation qui fait qu'ils utilisent ce moyen de banditisme, ce moyen de moyenâgeux, ce moyen de voyous pour obliger l'autre partie à se mettre en négociation. Ça peut être des justifications absolument injustifiables, probablement la plupart du temps. Mais je pense qu'il est indispensable à comprendre aussi cette dimension pour pouvoir obtenir leur libération. Merci beaucoup. Alors, je me tourne vers vous, et donc la parole est libre pour qui veut poser une question, apporter un témoignage. Alors, oui. Alors, donc j'ai entendu monsieur, il a dit, il a bien distingué en fait deux choses. La prise d'otage pour madame, et vous avez été capturé, c'est ça? Non, vous avez été arrêté. Donc, alors ça m'a rappelé un petit peu ce qui se passe un peu dans les démocraties aussi. Il y a pas mal de personnes qui sont arrêtées derrière des condamnations d'outrage à magistrat. Alors, sachez que magistrat, ça regroupe les maires aussi, les maires des villes. Je ne savais même pas, moi. Donc, je pensais qu'un magistrat, ça peut être un policier peut-être, ou quelque chose comme ça, ou un magistrat. Mais non, mais un maire, c'est-à-dire que voilà. Donc, on peut pas dire des choses à un maire. Alors, voilà, derrière cette condamnation, parce qu'une personne a dit des choses que l'État français, comment peut-on dire, cache pour couvrir ce genre de personnages qui sont maires et connus, mais comme ils sont un peu sopolés, donc on a peur de leur réaction, alors la personne est condamnée. Et ce genre d'agissement, personne n'en parle. Et tout le monde est au courant. Il n'y a personne, même dans cette salle, j'en suis sûre qu'il y a des personnes qui sont au courant, et personne n'a pris le micro pour parler des choses sans donner de nom ou quoi que ce soit, mais de présenter les choses telles qu'elles sont. Et bien au contraire, j'ai senti que il y a plutôt comment peut-on dire, un soutien pour ce genre de personnages sopolés qu'on peut trouver, comment peut-on dire, charmant. Voilà. Merci. Alors, une autre, il y a un micro qui passe de l'autre côté. Je vois pas. Oui, Ariel, tu es, non? Alors moi, je voudrais me tourner vers les diplomates qui sont parmi nous sur la question de la protection consulaire et sur le travail qui est fait, parce qu'on voit à quel point, ce que nous racontait Ahmed Insel à l'instant, on voit à quel point il y a une dimension de survie dans la protection consulaire. Je ne sais pas si vous voulez ajouter un commentaire sur votre expérience. Oui, ce que je peux dire est assez banal, en fait. La protection consulaire, ça signifie tout simplement que quand
quand un compatriote est en difficulté, on doit exiger qu'un certain nombre de règles légales soient respectées. On doit exiger de pouvoir rendre visite à notre compatriote, pouvoir lui transmettre du courrier. Enfin, ce sont des choses assez simples et banales. Évidemment, quand on est dans un cadre de crise grave, quand l'état de droit n'existe pas ou n'existe que de façon intermittente, les choses sont évidemment plus compliquées. La protection consulaire s'exerce dans un cadre qui est celui des conventions de Genève, qui s'exerce dans des relations diplomatiques et consulaires entre États. Évidemment, quand on n'est plus dans ce cadre-là, les choses deviennent infiniment plus compliquées. Merci. Oui, Ariel. C'était une question à propos de la culpabilité du survivant qui avait été mentionnée. Et je me demandais, c'est un cas, d'après ce que je lis, qui est fréquent. Enfin, voilà, j'ai été libéré parce qu'on a négocié. En même temps, j'ai laissé derrière moi tous les autres. Et puis aussi, on le voit dans les guerres. Enfin, survivre à une expérience comme celle-là rend parfois coupable. Et je me demandais, justement, au-delà de l'amour qu'on a mentionné, qu'est-ce qui permet, je ne dis pas d'effacer cette culpabilité, mais un tant soit peu de la soulager. Est-ce qu'il y a des choses qui permettent un peu d'alléger cette peine? Oui, mais je crois que c'est une responsabilité qui est en fait celle de la société. C'est-à-dire que c'est la société qui est juge, c'est elle qui crée la pression, c'est elle qui vous donne et qui tous les jours vous démontre et exacerbe ce sentiment de culpabilité, comme c'est aussi elle qui peut vous dire c'est pas de votre faute, parce qu'en fait c'est pas de votre faute au final. Donc c'est ce lien qui se tisse, soit quand vous êtes enfermé, donc vous connaissez quelqu'un. Aujourd'hui, je fais une chanson hier et je me suis rappelé d'un pote à moi qui s'appelle Jason, que je ne connaissais pas avant. Et chaque fois que j'ai une pensée calme comme ça, je pense à lui. Et ça me fait bizarre. J'aurais aimé l'amener avec moi. J'aurais aimé qu'il sorte de prison. On n'était pas en prison pour la même raison, on était juste dans la même prison. Et j'avais aussi ce sentiment de culpabilité d'être sorti et de l'avoir laissé là. Et ce qui m'a fait bien, c'est qu'il a pris du temps à chaque fois pour m'appeler, pour me dire hey, « T'inquiète, gars, ça va bien, toi, tu vas bien », de dégager cette énergie positive, forte, qui permet de cicatriser la blessure, parce que c'est ce qu'on entend, qui garde la blessure ouverte ou qui la fait cicatriser. Donc, je crois que c'est plus la responsabilité de ce qu'ils reçoivent, les prisonniers sur le retour. C'est pour ça que je dis, ils seront prêts à payer la facture quand il faudra la payer, mais il faut laisser le temps de cicatriser, sinon ils replongent. Oui, et c'est vrai que les pays ont des approches tout à fait différentes sur ce qu'est un otage. C'est-à-dire au Japon, par exemple, c'est la honte totale de vous êtes la honte totale de votre société. Aux États-Unis, je pense que on se cache plutôt quand on retourne de captivité parce que c'est anormal, parce que on s'est fait prendre, parce que on a mis la nation en danger, parce que voilà, pour toutes ces raisons. Et vous-même, quand vous êtes pris, vous dites ça. La culpabilité quand vous êtes otage, elle est très forte au début. C'est-à-dire vous dites pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça. Vous pensez évidemment à toute votre famille que vous avez dit ne pars pas là-bas, ne fais pas ci. Voilà, donc cette culpabilité, vous la trimballez pendant toute la durée de la détention parce que vous savez que les vôtres le payent, hein, donc les vôtres au sens large. Et quand vous rentrez, c'est la même chose. Moi, je me souviens que quand j'ai été libérée, un avion m'attendait à Chypre.
dans lequel il y avait le patron de Libération à l'époque, Serge July, et Douste Blazy, qui était alors ministre des Affaires étrangères. Et j'étais persuadée qu'ils étaient venus en avance, plus tôt, pour m'engueuler, en disant « Attends, mais c'est pas possible, tu vois, de nouveau, il y a des otages français, et vraiment, t'es parti, mais qu'est-ce que tu as vraiment déconné ?» Enfin, j'étais sûre que c'était ça. Et donc, dans cet avion du retour, ils avaient voulu faire plaisir et servir des toasts et du vin, etc., que j'étais incapable de manger, que je mangeais frénétiquement en me disant ça occupe la... Je me rappelle des rillettes et des trucs comme ça qui n'étaient vraiment pas ce dont j'avais envie. Donc je les mangeais consciencieusement en disant je montre que tout va bien. Et je parlais tout le temps en me disant si je les laisse placer un truc, ils vont crier. Et donc, il y avait vraiment ça, quoi. Je me souviens, Chirac, j'en avais peur en descendant de l'avion. Je me disais, il va dire, bravo, alors vous avez vu ce que vous avez fait en France, voilà, comme si on n'avait pas déjà assez de problèmes. J'en étais persuadée, quoi. Enfin, c'est vous en êtes sûr qu'une opprobre totale va tomber sur vous, quoi. Donc, vous attendez pas du tout à un retour de héros, pas du tout. Donc ça, c'est les premières des choses. Et ensuite, il y a cette espèce de chose dont vous ne savez absolument pas ce qui s'est passé. Vous découvrez un autre monde, c'est-à-dire ce qui s'est passé quand vous n'étiez pas là. Et tout ça est dit à mi-voix. Donc, et cette espèce de mi-voix permanent, donc si je peux dire un conseil, où on vous dit quand tu n'étais pas là, tu te souviens, puis alors il n'y a pas de phrase derrière, donc vous dites qu'est-ce qui s'est passé, j'ai fait... vous savez pas si c'est bien, mal, qui a fait quoi, et un tel, oh là là, un tel quand tu n'étais pas là, sans autre commentaire non plus. Donc vous avez tous vos repères, tous vos amis, tous vos trucs prennent une figure inquiétante et étrange que vous ne maîtrisez absolument plus. Tous vos codes ont volé en éclats. Je me rappelle, j'arrive à Libération, on me dit Jacqueline n'a pas pu venir. Je dis Jacqueline, qui est Jacqueline? C'est ta mère. Là, tout à coup, qu'est-ce que ma mère vient faire aujourd'hui? Voilà, donc tout est absolument explosé. Et vous savez plus du tout voilà, qui c'est quoi, qui a fait quoi. Vous n'avez pas forcément envie de le savoir d'ailleurs. Moi, j'ai donné immédiatement, j'ai dit écoutez, moi, je veux pas savoir. Ça ne m'intéresse pas de savoir qui a fait quoi. Je dis merci à tout le monde, toute personne que je croise, je la remercie, et très sincèrement, et ça me fait très plaisir. Mais cette espèce de décompte pas toujours dit est très déstabilisant, quoi. Donc ici, franchement, ne lui faites pas... Surtout quand le gars, il te le rappelle. Ah, tu sais, j'ai fait pas mal de posts sur Facebook pour toi, mon frère, selfie. Tu dis, ouais, d'accord, c'est bon. Merci. Oui, quand j'entends ça, je me demande, est-ce que nous sommes ici, nous autres chercheurs à Sciences Po aujourd'hui, à la hauteur de la certitude qu'avait Florence Benat que sa communauté des journalistes était derrière, même si elle ignorait ce qu'il faisait, elle avait la conviction de cela, ou ce qui a été dit sur Princeton, où on voit qu'aux États-Unis, une mobilisation exceptionnelle dans tous les domaines pour entourer les otages et pour les accueillir, faire le travail. En constatant qu'ici, je l'ai parlé tout à l'heure, mes chers collègues travaillant sur l'Iran, nous étions 5 sur 40 ou 50, que beaucoup d'enseignants de cette maison n'étaient pas là aujourd'hui, que le CNRS n'était peut-être pas au niveau où il aurait dû être représenté ici, etc. etc., etc. Alors il ne s'agit pas de dire tout est négatif, mais essayons d'être un petit peu à la hauteur. Alors cette réunion d'aujourd'hui est extrêmement importante de ce point de vue-là, parce qu'il y avait du monde aujourd'hui, on a dit des choses intéressantes et importantes, et le passé est le passé. Mais essayons au moins d'être à la hauteur pour nos collègues. Deuxième point important, qu'est-ce qu'on fait après? Parce que comme ça a été dit, si on arrête, on suspend les relations de recherche, très bien, c'est normal, et ils sont libérés, on les reprend. Ouais. Comme si rien n'était. Alors c'est pas la peine qu'ils aient été pris en otage pendant X temps. Et donc de penser, je crois, après cette journée, où il s'est dit pas mal de choses, d'essayer de voir comment avoir une suite durable pour qu'ils n'aient pas été pris en otage pour rien, indépendamment de leur libération. Et je pense en particulier, non pas au statut, le mot est pas bon, mais à la liberté des chercheurs. Et quand un accord scientifique est signé en biologie entre deux pays, ou entre le CNRS et une institution iranienne ou guatémaltèque, il y a des formulaires habituels, il n'y a pas un paragraphe sur la liberté nécessaire des chercheurs. Est-ce qu'on ne pourrait pas demander, via l'UNESCO, et ce qui a été dit ce matin par l'UNESCO était très intéressant, pour que ce qui est la loi commune, qui est prévue déjà par les conventions internationales, soit reformulé et systématiquement mis dans toute coopération avec tout pays du monde, l'Iran notamment. Et la coopération ne reprend pas si ce paragraphe-là n'est pas intégré d'une façon ou d'une autre.
c'est-à-dire d'avoir un service après-vente important. Et je crois que notre journée aujourd'hui n'a de sens, au-delà de la solidarité et de l'amitié avec Fariba et Laurent et Roland pour la libération, s'il n'y a pas un jour d'après, quelque chose d'un peu construit, durable après, ça aurait été un peu dommage. Oui. Vous voulez ajouter quelque chose, non? Non, je souscris totalement à ce que vous venez de dire. Ce que j'ai essayé de rappeler dans mon intervention, c'est bien cela. C'est que passer l'éponge parce qu'ils sont libérés, c'est continuer comme si de rien n'était. Donc c'était comme si c'était un petit accident et voilà, on a réparé et on continue comme si de rien n'était. Effectivement, il faudrait de plus en plus, surtout dans les périodes à venir. Je ne veux pas jouer au Cassandre, mais nous rentrons dans une séquence internationale, il me semble, où même les États occidentaux, certains États occidentaux, parmi les plus grands, ont tendance à jouer l'État voyou. Donc, je pense qu'il est très important, parce que ça risque de se multiplier, ce n'est pas simplement un ou deux cas, ça risque de se multiplier, la Chine étant un cas qui devient de plus en plus probant dans ce sens-là, la Russie évidemment, mais d'autres peuvent devenir, le Brésil, nous ne savons pas où ça va aller. Ceci dit, actuellement, dans le cas de Pose, de plus en plus, nous avons de candidats brésiliens, par exemple, qui arrivent en France. Donc, je pense qu'il est important, effectivement, qu'on mette en place des dispositifs durables sur lesquels nous... Bien sûr, ça ne va pas résoudre le problème en soi, mais au moins des engagements fermes. Parce que le cas des prises d'otages mafieux, c'est autre chose. Mais le cas où c'est l'État, l'administration judiciaire d'un État reconnu internationalement par l'ONU, c'est l'administration judiciaire ou l'administration ou la police, mais surtout c'est l'administration judiciaire la plupart du temps, reconnue, d'un État reconnu par l'ONU, qui fait des prises d'otages à but de négociation politique, stratégique, etc. C'est inadmissible. Je ne parle pas que de chercheurs, journalistes, touristes. C'est inadmissible. Et nous, au niveau de chercheurs, évidemment, il y a une nouveauté en plus, c'est qu'avec les nouveaux États autoritaires, avec le nationalisme identitaire qui est mis en avant, l'accusation d'espionnage est beaucoup plus facile à jeter sur un chercheur que sur un touriste. Il est plus facile à porter sur un journaliste qui travaille sur ce pays que sur un touriste lambda. Donc, il y a des métiers qui deviennent, dans le cadre de ces nouveaux États voyous, autoritaires, identitaires, nationalistes, des métiers qui deviennent des cibles privilégiées. Et je crois qu'il faut que nous prenions en conscience de cela. Antoine, tu permets, je vais abuser un peu. Et là, je fais un plaidoyer, voyez, pour les chercheurs africains. Parce Évidemment. Ça fait bizarre, mais il en existe. Et à chaque fois, vous voyez, je les vois, parfois ils ne peuvent pas venir ici aussi pour faire de la recherche parce qu'ils n'ont pas le visa, parce qu'un consulaire trouve que non, on ne peut pas lui donner un ticket de facilitation. Et quand il arrive ici, il croise évidemment toutes les barrières. Si vous, en tant qu'Occidentaux, vous êtes accusés direct d'espionnage comme ça au pif, ils sont accusés d'émigrés économiques comme ça au pif. Ou de terrorisme, parfois. Ou de terrorisme. Tout d'un coup, je crois qu'il y a un énorme boulot à faire dans le sens de, si on parle de manière corporatrice, que ce soit beaucoup plus large et que ce soit vraiment la recherche, mais pas la recherche dans un sens bien circonscrit, mais que le chercheur algérien, camerounais, malien se sentent tout aussi protégés, tout aussi accompagnés dans le cadre de son travail qu'un chercheur français ou anglais ou américain. Ce serait génial. Excusez-moi pour ça. Alors oui.
Oui, je voulais faire une remarque d'un naïf, si je puis dire. C'est que j'ai été un petit peu étonné aujourd'hui, parce que quand on lit de la science politique, on entend parler toujours de la communauté internationale. Et dans ce que j'ai entendu aujourd'hui, il y avait rien d'international. Il n'y avait ni la communauté internationale, ni des organisations internationales, ni des grandes agences comme l'ONU. Le représentant de l'UNESCO ne pouvait pas parler du problème qui nous importe aujourd'hui, qui est Fariba et Roland, pour ne pas engager l'UNESCO, ce qui est très compréhensible. Pas non plus question d'ONG. Et on avait l'impression d'être dans la même situation, au fond, qu'on trouve décrit chez les vieux jurisconsultes comme Pufendorf, d'États qui sont à l'état de nature, qui n'ont rien au-dessus d'eux et qui n'ont rien pour les coordonner. On n'a pas entendu parler, je ne sais pas, d'agences de notation démocratique des États, alors que, par exemple, dans le domaine économique, ces agences privées de notation ont des effets concrets tout à fait importants. À peine de multilatéralisme. Alors voilà, comme il y a des grands spécialistes de sciences politiques ici, je voudrais un éclaircissement là-dessus. C'est pas du tout critique ce que je dis, c'est plutôt un étonnement. Alors, la question est posée aux politistes parmi nous sur Gilles. Non, je ne peux pas y répondre à cette question. Je ne sais pas pourquoi ils sont aussi peu présents, mais je trouve que la question, en tout cas, mérite d'être posée, c'est-à-dire qui s'intéresse à ces sujets, qui vient sur place. Peut-être dans le comité de soutien, certains sont en contact avec ça. Moi, je voulais en profiter aussi pour poser une autre question, peut-être, parce que je m'étais inscrit également. En fait, moi, j'ai été très... comment dire, très ému par cette table ronde où j'ai vraiment beaucoup apprécié vos témoignages et je me suis interrogé sur la transmission d'expérience, du coup. Oui. Parce que, après tout ce qui nous rassemble ici, qu'on soit artiste, qu'on soit journaliste ou qu'on soit chercheur, c'est le fait d'écrire. Ce qui nous rapproche de Fariba et Roland, c'est le fait d'écrire. Et j'ai été troublé, Florence Aubenas, par le fait que vous disiez... que vous n'avez pas écrit là-dessus et que vous aviez visiblement peut-être une difficulté peut-être pour écrire sur cette expérience alors que vous écrivez beaucoup. Et je me demandais du coup quelles étaient... peut-être, je pense que c'est une question qui peut s'adresser à tous aussi parce que vous, Ahmed, vous connaissez aussi beaucoup de gens qui ont écrit là-dessus. J'ai lu récemment le livre bouleversant de Ahmed Atlan sur sa détention qui est très très impressionnant. Et j'aurais aimé vous entendre justement sur la possibilité d'écrire ces expériences et la possibilité pour nous d'imaginer que peut-être lorsque Fariba et Roland seront libérés, ils écriront eux-mêmes sur cette expérience. Merci. Alors, je ne sais pas qui veut répondre. Il y a écrire et puis il y a décrire aussi. Il y a décrire dans le sens où, là je parle en juriste, ou on est dans une période de transformation dans laquelle il y a des formes de violence nouvelles. Il y a des comportements, nouveaux, on le voit, et qui sont très perturbants. Donc je crois que la responsabilité des chercheurs, c'est qu'ils se comportent en chercheurs précisément, et qu'ils décrivent en chercheurs ces nouvelles formes. Je pense par exemple au niveau interne sur le terrorisme, on est frappé de l'hybridation, ça s'appelle l'hybridation de la violence terroriste, c'est-à-dire qu'elle est de plus en plus proche d'une violence mafieuse de droit commun et religieuse, et politique. Et au niveau de la vie internationale, ce qui a été dit, ce que j'ai entendu cet après-midi, je le trouve très intéressant et surtout très nouveau, c'est-à-dire qu'il y a toute une réflexion sur le type de traumatisme particulier, indépendamment du témoignage personnel, sur la forme de violence et de quelle manière elle peut être combattue. Mais ce qui est certain, c'est que si elle n'est pas décrite, elle ne sera pas combattue. Si elle n'apparaît pas si l'équipe Crash, je ne sais plus si de MSF ne communique pas, je crois qu'il y a un travail de mise en commun des connaissances, des expériences, de synthétisation pour permettre un combat plus efficace. Je ne sais pas qui souhaite... Florence. Juste sur le fait d'écrire, je leur souhaite d'écrire s'ils en ont envie. Et j'ai lu moi-même un certain nombre de bouquins sur les détentions, etc. Et je trouve ça... beaucoup sont remarquables d'ailleurs, c'est passionnant, intéressant, etc. Mais c'est vrai qu'on en parlait,
Personne ne vit de la même façon une détention. On en sort brisé, on en sort dans des... être une injonction. Voilà. Non, mais même, on en sort tous très différents en fonction de la raison pour laquelle vous étiez enfermé, de qui vous étiez à un certain moment de votre vie. Il y a de multiples raisons. Et moi, ce livre est ce qui m'est resté de cette détention, c'est-à-dire une forme de colère. Et c'est vrai qu'on disait tout à l'heure le fait que vous êtes tantôt menacé, tantôt on va vous exécuter, là maintenant tout de suite, ça suffit, etc. Et puis non, finalement tu vas sortir. Donc on appuie en permanence sur chacun de ces deux boutons pour vous faire tenir en place en réalité. Et donc les bons jours, pour dire les choses comme ça, après avoir dit ça y est, on t'égorge là maintenant, bon finalement pas tout de suite, peut-être demain, mais pas maintenant. Peut-être tu vas sortir. Et la chose qu'il disait, la chose que disaient ses ravisseurs, était tu vas sortir, tu vas écrire un livre parce que tu es journaliste et tu deviendras aussi célèbre que Lady Di. C'était l'expression permanente qu'ils m'ont ressassée pendant des jours et des jours. Et l'idée de faire un livre, je les emmerde, voilà. Il y a des moments où on est basique. Et voilà. Je ne ferai jamais ce livre parce que ça m'est resté et je ne leur ferai pas ce plaisir. Moi, je me rappelle, il y a plein de gens, et à chaque fois, ils disent il a écrit des tonnes de chansons en prison. Et quand je sors et quelqu'un me dit hey, t'as écrit des trucs quand même. Et je lui dis non, j'étais trop occupé à survivre. C'est-à-dire, je ne sais pas. Mais nous, dans le cadre de ce qu'on fait, c'est pour ça que je suis venu ici aussi, dans le cadre de mon travail. Moi, je n'écris pas beaucoup des livres. Mais on a créé une plateforme qu'on appelle AAA. C'est une sorte d'alarme. Je me suis dit, si d'autres activistes en Afrique, d'autres artistes, d'autres journalistes avaient mis sur pied ce genre de mécanisme d'alarme et d'alerte, parce que j'ai lu un peu le process pour par exemple, Fariba. Ça fait bizarre d'être arrêté un jour et que ce soit connu 3 semaines plus tard ou 20 semaines plus tard. Donc, tout d'un coup, chez nous, on a un énorme mécanisme d'alarme parce que nous compte toujours sur la mobilisation. Et l'idée avec ce projet Alerte AAA, que je crois qu'on va prendre ce dossier, on l'a déjà pris, donc on va travailler dessus, c'est de mobiliser en permanence. C'est de mobiliser en permanence, c'est de s'appuyer sur tout le réseau de communication qu'on a, c'est d'écrire des articles de presse qu'on peut faire diffuser dans tous les journaux où on a la possibilité d'envoyer un papier ou un article qu'on peut directement envoyer tous les jours sur Internet au quotidien. Essayer de maintenir la personne vivante dans l'esprit des gens. On l'a appelé alerte parce que je crois personnellement, et j'en suis sûr, que dans les cadres de prise d'otages comme dans des arrestations et d'emprisonnement arbitraire, la pression de la communauté, la pression de notre humanité, la pression de qui nous sommes, du monde dans lequel nous vivons, est toujours la clé. Le reste, c'est un accompagnement. C'est-à-dire, même si on va payer une facture, même si on veut payer une rançon, même si on veut une négociation, il faut qu'on ait quelque chose sur la table, un moyen de pression. Et pour nous, ce sera ça, ce sera ce moyen de pression qu'on espère beaucoup d'artistes africains aujourd'hui vont en bénéficier. Ça se passe plutôt bien. Il y a quelques semaines encore, mon ami Lexus, congolais, il s'est fait arrêter. Ça m'a fait plaisir qu'il fasse juste un jour. Quelque temps, 20 activistes de Y'en a marre, Balai Citoyen au Sénégal, ils ont dû passer la nuit, mais évidemment, c'est super important parce que si après 1 heure de temps, tu as 50 articles et pas mal de tweets et de posts et tout ça, et que l'alarme fonctionne vraiment, ben, je crois que l'autre bonhomme qui fait l'oppresseur n'a pas le temps de se reposer aussi. Et on va essayer de faire comme ça, quoi. Okay, merci. Alors, il y a encore 2 questions, mais Debbie voulait ajouter quelque chose. I was just going to add, you asked how our student, Shiwei Wang, was doing now. In addition to planning to finish his doctoral thesis, he is planning to write a memoir, actually jointly with his wife. So they want to tell both sides. They want to tell both sides of the hostage story. Alors, une question, oui.
Oui, juste pour mettre en avant peut-être un phénomène, je crois, auquel on est confronté, enfin, quand on est chercheur qui travaillons sur ces espèces de grands pays sur lesquels l'actualité est constamment branchée. Moi, je travaille sur la Chine, donc je peux donner mon exemple, mais je pense que la question sur l'Iran ou la Russie, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'on est constamment, en tant que chercheur, on nous demande de prendre parti. C'est-à-dire que très souvent, les journalistes, les hommes politiques, beaucoup de gens nous demandent d'être pour ou contre la Chine, quoi, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il faut avoir une position véritablement tranchée. Et aujourd'hui, donc, la position du chercheur qui essaye surtout pas on pourrait dire de juger le pays, mais d'essayer de comprendre comment les choses fonctionnent, en ayant évidemment en tant que citoyen son avis et parfois en intervenant quand il découvre un phénomène particulier et qui est important de mettre sous l'actualité, on pourrait dire. Je me demande si la situation donc, du chercheur qui essaye simplement de comprendre et non de prendre parti n'est pas en train de considérablement s'affaiblir, parce que finalement celui qui est, je reprends mon exemple, contre la Chine, finalement est relativement protégé parce qu'il a derrière lui toute une opinion publique, je dirais, anti-chinoise, etc., etc. Celui qui est pour la Chine, évidemment, est aussi protégé par le gouvernement chinois, par définition, puisqu'il rentre dans la propagande. Et donc, nous, les chercheurs, on est un petit peu coincés et on est fragilisés par cette situation. Vous pouvez passer le micro derrière vous, à M. Bouissou, ici. Oui, merci. Stéphanie. Je vais faire une observation qui pourrait peut-être vous surprendre. Mais moi, je voudrais dire aux chercheurs, résistez aux ambassadeurs. Non, mais je parle très sérieusement, en fait. Parce qu'il y a une tendance qui s'est développée depuis quelques années, qui se veut une tendance de bonne gouvernance dans des crédits de coopération, et des ambassadeurs qui disent il faut que ça serve. Il faut que ça serve. Donc moi, je veux bien avoir dépensé tel crédit sur la coopération scientifique, mais enfin, il faut que ça nous serve dans le développement de notre rayonnement, dans le développement dans la connaissance et dans la prise de décision. En termes d'utilisation des crédits publics, ça a une certaine légitimité. Mais si on va un petit peu plus loin dans la réflexion et si on prend en compte ce qui a été dit aujourd'hui, et pas seulement sur la question de la sécurité, je pense qu'il est bien préférable d'avoir une bonne qualité de dialogue avec les chercheurs, mais qu'il y ait de la part de chacun un respect du territoire de l'autre. Parce que finalement, cette confusion ne sert à personne. Voilà ce que je voulais dire. Et j'en profite pour corriger un lapsus que j'ai commis tout à l'heure. Il ne s'agissait pas des conventions de Genève, mais des conventions de Vienne. Voilà. J'ai importé dans le... Alors, votre voisin, puis ensuite Stéphanie. Oui, on est soulagé que vous ayez rectifié cette... Oui. Oui, je voudrais aussi ajouter quelque chose qui est complémentaire de ce que Jean-Jacques Bossou vient de dire. Il s'agit des chercheurs qui travaillent sur des crises contemporaines ouvertes, par exemple, qui sont très sollicités. Bon, moi, je travaille par exemple sur la Libye, et il se trouve qu'effectivement, les chercheurs qui soit sont présents sur la sphère avec des comptes Twitter ou autres et publient sur un conflit en cours, ne sont pas des observateurs, deviennent des acteurs au conflit. C'est-à-dire que ce qu'ils vont publier va servir la propagande d'un ou de l'autre camp. Même chose quand il s'agit d'intervention médiatique. C'est extrêmement difficile de rester neutre. Et donc, je dirais, de faire la recherche un petit peu. Donc, tout ça, c'est pour dire que la recherche sur des crises ouvertes, sans parler de crises où la France est engagée plus ou moins directement, militairement ou indirectement,
ce n'est pas anodin. C'est-à-dire, quand on prend position, bien sûr, c'est observé par les partis en cours. Et donc, forcément, si on se rend dans le pays, on n'est plus considéré comme quelqu'un qui fait de la recherche universitaire afin d'enrichissement du savoir, mais comme un acteur direct de la crise en cours. Donc, je pense que ça mérite d'être souligné aussi. Merci beaucoup, Stéphanie. Oui. Un petit commentaire, je ne sais pas s'il est décousu, pardonnez-moi. C'est vrai que cette conférence, elle est un peu différente des conférences normales, et puis ça me permettra juste de quasiment dialoguer avec Fariba aussi. Donc je voudrais dire que, après vous avoir écouté, j'ai beaucoup pensé au bouquin de Lançon, le Lambeau, à la remarque de Gilles sur l'écriture. Je pense qu'il n'y a pas d'injonction absolue à écrire. On peut, comme vous l'avez dit, Madame Obda, écrire ou pas écrire, mais chacun a son arme, mais nous, on en a une, et je pense que ce colloque, c'est exactement cette idée-là. Notre arme, c'est les sciences humaines et sociales, c'est les humanités. C'est l'idée que la complexité du monde, c'est une réponse à la violence, et que je crois que, malgré ce qu'a dit Valsero, en fait, c'est une façon pour nous aussi de dire notre amour à nos collègues. Et j'en reviens à une autre idée qui est que notre force et notre arme, c'est les sciences humaines et sociales, mais c'est notre faiblesse aussi. Parce que nos chercheurs en prison, là, ils ne sont pas des mathématiciens, ce n'est pas des physiciens du nucléaire, c'est pas, etc. Et les institutions internationales qui défendent le droit des scientifiques, ils ont plutôt l'habitude de défendre des gens des sciences dures et pas ceux des sciences sociales. Donc je pense qu'il faut que nous, on prenne la mesure de ça. Et prendre la mesure de ça très concrètement, c'est aussi qu'on m'avait dit, monsieur, il faut résister aux ambassadeurs, mais il faut aussi qu'on travaille à la diplomatie scientifique. Donc j'en reviens, Antoine, à mon dada. Je pense qu'il faut qu'on travaille à cette question et qu'on ne laisse pas la diplomatie scientifique aux diplomates, mais que les scientifiques et les scientifiques des sciences sociales prennent la mesure de l'importance qu'ils ont à jouer, du rôle à jouer sur la compréhension du monde via la diplomatie scientifique. Et que ça se constitue comme un champ de recherche. Oui. C'est ça. Et dans lesquels... Pardon ? Et de dialogue, mais je crois qu'effectivement, la violence qui est faite aux chercheurs, et en l'occurrence à Roland et Fariba, fait partie de ce champ qui reste à constituer. Il est... Pardon ? Une dernière question ? Oui, madame, oui. Oui. Ça sera la dernière, je suis navré, vous avez déjà eu la parole. Après l'intervention de Stéphanie, j'aurais laissé ma question, mais je voulais répondre à l'intervenant de tout à l'heure sur la communauté internationale, les organisations internationales, etc. Pour dire, en tant qu'ex-chercheuse aux séries pendant très longtemps, je voudrais dire que le concept de communauté internationale est un concept qui est absolument pas utilisé par les politologues. Il n'y a aucun internationaliste sérieux qui utiliserait ce concept. Il y a encore certains diplomates dans certaines circonstances, encore qu'ils n'y croient pas vraiment, et puis des juristes de la très très ancienne école, je ne sais pas s'il y en a encore beaucoup. Mais c'est un concept, ne pensez pas qu'en sciences politiques on utilise ce concept. Par ailleurs, l'absence des organisations internationales. Pour quelle raison ? Mais parce que les États voyous en font partie. Et donc, les organisations internationales, ceux qui en sortent, c'est le résultat de négociations. Et donc, il y a peu de chances qu'elles prennent parti. Ce qu'on peut espérer, c'est faire ce que disait John Crowley ce matin, c'est faire en sorte que dans des institutions comme l'UNESCO, par exemple, ou les conseils des droits de l'homme, etc., on arrive à faire passer des petites dispositions protégeant, il ne faut pas trop y croire. Et je voudrais dire en plus que quand les organisations internationales s'en mêlent, ça peut être très contre-productif. Oui. Il y a eu récemment une résolution du Parlement européen. Bon, le Parlement européen est, Dieu merci, un endroit où ne siègent pas les États voyous. Mais on a une résolution, une fleuve, comme savent faire les organisations internationales. C'est du blablabla dans lequel tout est mélangé. Et il parle de Fariba et de Roland, mais après avoir parlé de tous les prisonniers politiques, de tous les prisonniers iraniens, et finalement, on a fait, enfin, le comité de soutien a fait aucune publicité à cette résolution, à juste titre, parce que c'était faire de Fariba et de Roland des prisonniers politiques comme n'importe quel... alors que nous, toute la journée a été pour défendre la liberté scientifique, la liberté de recherche, etc. Et je terminerai dans le même style que
Stéphanie, ce qu'il faut faire, c'est de la diplomatie scientifique, mais ça ne passera certainement pas par les organisations internationales et peut-être pas par les ambassades non plus. C'est simplement par des liens entre nous, entre communautés scientifiques. Si on peut faire travailler les académies des sciences, enfin, je ne sais pas, mais ça veut dire, il faut bien voir ce que ça signifie. C'est un travail de lobbying énorme pour pénétrer ces associations, ces institutions, pour leur faire passer le bon message ensuite, parce que ça peut être complètement dévoyé, on peut sortir n'importe quoi. Donc il y a du boulot. Merci beaucoup, il y a du boulot. Merci beaucoup. On va donc mettre un terme à ces... Tu voulais dire quelque chose, Ariel, non? Pardon? C'était simplement, en fait, c'était tout à fait dans la lignée de ce que venait de dire Marie-Claude à propos des organisations internationales et de ces scepticismes que j'éprouve également vis-à-vis d'elles. Et pour répondre à votre question, c'est pourquoi n'y a-t-il rien à l'échelle internationale, qui est une question extrêmement importante. Et au-delà des faiblesses des organisations internationales et du fait qu'en effet des États qui se livrent à ce genre de pratiques appartiennent à ces organisations internationales, moi ce que je crois profondément, c'est qu'une des raisons pour lesquelles il n'y a rien, c'est que cette pratique-là est honteuse. Mais elle est honteuse pour ceux qui s'y livrent, les preneurs d'otages, mais elle est honteuse aussi également pour ceux qui négocient. C'est un marché sale. Et ce n'est pas un hasard si, en règle générale, après que les personnes soient libérées, on dit mais non, on arrête d'en parler. Et c'est pour ça que je posais une question à propos de la culpabilité du survivant, etc. Il y a une très grande gêne après. Il y a eu des prises d'otages en Afrique, dans un parc, je vais oublier le pays. Et, Cameroun, Nord Cameroun. Voilà, la France a engagé des forces pour faire libérer ces touristes. Ouais, c'est ça, ouais. Et des soldats sont morts. Et il y a eu un début de critique des touristes qui ont été pris en otage en disant que finalement ils avaient fait les cons et qu'ils avaient donc mis en danger des soldats français. Donc c'est quelque chose qui gêne tout le monde. Et je pense qu'une journée comme celle-ci, c'est aussi pour briser le silence et pour dire qu'on peut et on doit parler de ces questions-là. Merci beaucoup Ariel, merci à vous tous. On a dépassé déjà l'heure et je voulais vous dire qu'un verre vous attend en salle Leroy Beaulieu Sorel au-dessus. Merci à tous.